Une police de plus en plus armée et violente, des militants gravement blessés en manifestation. Année après année, en France, la doctrine de maintien de l'ordre se durcit et les violences policières se multiplient. On l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, les mobilisations contre la loi travail ou contre la réforme des retraites, et avec des affaires très médiatisées comme la mort de Rémi Fraisse en 2014, Cédric Chouviat en 2020 ou Nahel Mesrouk en 2023. Ces 10 dernières années, le nombre d'enquêtes ouvertes pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique a plus que doublé, et pourtant, dans le même temps, de plus en plus d'affaires ne sont jamais élucidées. Côté police, les commissariats souffrent du manque de moyens, les effectifs diminuent et les taux de suicide augmentent. Bref, l'institution policière est en crise. Alors comment en est-on arrivé là ? Comment faire en sorte que la police ne soit pas utilisée par les politiques comme un instrument de répression ? On en parle tout de suite dans l'entretien d'actu avec Anthony Caillé, enquêteur de police judiciaire et secrétaire général de la CGT Police. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous avez intégré la police en 1998 et aujourd'hui vous êtes enquêteur de police judiciaire et vous êtes l'auteur de ce livre « Que peut la police ?», publié aux éditions de l'Atelier. Dans ce livre-là, vous interrogez le rôle de la police et ce qu'est devenu cette institution aujourd'hui. Pourquoi c'est important en tant que policier justement de prendre la parole sur ces sujets, de parler de violences policières, de réformer l'institution ? C'est une parole qu'on entend quand même assez peu dans la police. C'est important parce que ça crédibilise, ça crédibilise le vocabulaire que peuvent employer certains de vos confrères, notamment les observateurs de la police, mais aussi les observateurs citoyens, les associations, les manifestants, qui sont au fait du sujet depuis maintenant de nombreuses années au travers des manifestations loi travail, la COP, les Gilets jaunes, etc. Et donc, en tout cas, nous, à la CGT Police, on a toujours eu à cœur de défendre une police républicaine au service des citoyens et une police qui soit au cœur de la cité. Alors, on ne fait pas d'angélisme, on n'est pas là non plus pour compter les gommes et les crayons et uniquement avoir des missions de prévention, mais la police, elle ne peut avancer que sur deux jambes. C'est comme vous et moi, il faut faire de la prévention et faire de la répression. L'un n'ira pas sans l'autre. Je le disais, du coup, vous êtes secrétaire national de la CGT Police. C'est un syndicat qui est quand même assez peu représenté. Vous êtes dans une profession qui est très syndiquée, mais par contre, à la CGT, vous êtes 2%. On parle beaucoup plus de syndicats comme Alliance ou l'UNSA Police. Comment ça se fait que ces syndicats-là, ils reçoivent beaucoup plus d'adhésion de la part des policiers ? Alors pour plusieurs raisons, je pense. La raison la plus évidente, c'est que ce sont des syndicats qui sont aux manettes de la gestion de carrière des personnels. Donc ils participent grandement à l'avancement, à la mutation, vraiment à la carrière de l'agent, ce qui fait qu'ils sont quasiment incontournables à ce niveau-là. Et puis, ils ont une proximité qui est quand même grande et, selon moi, assez effrayante avec les différents pouvoirs que composent les gouvernements. Et donc, ça entretient une cogestion assez malsaine. Et ce qui fait que pour un agent, aujourd'hui, c'est une quasi-nécessité, une obligation d'être syndiqué vers ce qu'on appelle, nous, les syndicats catégoriels. Et donc, nous, on n'a pas cette force, en tout cas avec nous. Le ministre, enfin en tout cas les différents ministères de l'Intérieur ne nous accordent absolument pas cette place. Ils veulent absolument pas voir la CGT à la table des négociations, que ce soit dans les CAP ou dans le Haut Conseil social d'administration. Ça me paraît assez évident. La critique est quand même très malvenue. C'est une institution très fermée. C'est extrêmement compliqué d'apporter la parole contradictoire. Et donc, mais en tout cas, on en a besoin. Enfin, pour l'esprit de la police, pour nos libertés et pour le sens du travail qu'on doit avoir là-bas, il faut absolument qu'on ait cet espace de critique, cette ouverture d'esprit. On va revenir un peu plus tard du coup sur ce lien entre les syndicats et les politiques, enfin la police pardon et les politiques. Mais d'abord, je voulais revenir sur le fait que dans votre livre, vous interrogez beaucoup le virage répressif qui a été pris par cette institution. Vous le datez à quand à peu près ? Est-ce que ça date des manifestations qu'il y a eu contre la loi travail ou est-ce que c'est encore plus ancien que ça ? C'est un peu plus vieux, je dirais, les COP, la mise en place du maintien de l'ordre au travers des manifestations au moment des COP, où là, on a vraiment eu un virage, on a changé de doctrine d'emploi sur le maintien de l'ordre. C'est-à-dire changer de doctrine d'emploi ?
Eh ben, on n'est plus sur une police qui cherche à mettre à distance les en tout cas les casseurs, à protéger les manifestations, à garantir le fait qu'une manifestation puisse partir d'un point A à un point B sans heurte et sans casse. On est vraiment sur un maintien de l'ordre qui n'est plus là donc pour mettre à distance, mais qui est là pour, et je reprends le vocable des hiérarques policiers, pour impacter les manifestants. Et donc, en fait, il faut... aujourd'hui, on réprime les manifestants, on ne les accompagne plus, on ne permet plus cet exercice de liberté qui est celle de manifester. Et donc, on a changé de paradigme. On est passé sur une police beaucoup plus martiale qui impacte, comme le dit très clairement les différents préfets de police, notamment de Paris. Donc tout ça, ça part d'une volonté politique ? Ah oui, évidemment, c'est une volonté politique. Je ne pense pas que le hiérarque policier seul puisse avoir ce genre d'agissement et cette opportunité à pouvoir mettre en place un maintien de l'ordre qu'on connaît depuis 20 ans maintenant, ouais, sans avoir l'aval du politique. Ouais. Vous parlez aussi d'autre chose, c'est la suppression de la police de proximité qui avait été mise en place sous Lionel Jospin et supprimée sous Nicolas Sarkozy. Oui. En quoi, justement, la suppression de la police de proximité, ça a contribué à déconnecter un peu la police du reste de la population ? Eh ben, ça a contribué, en tout cas, il y a deux aspects qu'on peut noter là-dessus. Le premier, c'est l'aspect concret, c'est-à-dire celui de désengager les policiers à pied des quartiers, de fermer les postes de police de proximité qu'il y avait en bas des immeubles, dans les petits quartiers, de faire en sorte que les policiers, du coup, ne rentrent plus en contact avec les citoyens et on en fait juste des policiers d'intervention et de répression, puisque maintenant, quand on les voit, très souvent pour agir dans le répressif. Et puis le deuxième, c'est le sens moral en fait que ça donne, d'expliquer, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'a très bien dit, les policiers, selon lui, ne sont pas là pour jouer au foot avec les gamins des quartiers ou avec les citoyens. Le policier, il est là pour réprimer, il est là pour... mettre en garde à vue les gamins des quartiers. Donc voilà, il y a aussi ce côté moral et donc on a complètement... en fait, on met le policier en plus en difficulté en faisant ça et c'est ça qui est dangereux. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les missions qui étaient celles de la police de proximité ? C'était pour recevoir les plaintes au quotidien, voilà. Ouais, alors c'était l'îlotier, il devait connaître son quartier et le quartier devait connaître son îlotier. Donc on fidélisait les effectifs sur le même quartier, c'était toujours les mêmes policiers qui agissaient toujours dans les mêmes quartiers et notamment leur première mission, c'était des missions de contact, c'est-à-dire de contact avec les commerçants, de contact avec les services publics sur place, contact avec les associations de quartier, contact avec la municipalité, les représentants, les conseillers municipaux, etc., qui bossent dans les quartiers, avec les élus et... avec les médecins, avec tout le monde, et contact avec les gens de la cité. Donc ça, c'était hyper important. C'est hyper important parce que du coup, ça prévient ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'il peut gérer les conflits, enfin, il peut gérer la naissance des conflits et donc les faire taire beaucoup plus facilement. Tout le monde le connaît. Ça veut dire que quand il y a un souci dans le quartier, le commerçant, les parents, les grands-parents, la famille, les jeunes pouvaient appeler l'îlotier. Et puis, ça permettait aussi une forme de prévention de la délinquance. Ça veut dire que les îlotiers, ils avaient aussi ils pouvaient faire aussi du renseignement auprès de la police judiciaire, par exemple, en disant, bah voilà, moi je constate ça, je n'arrive pas à endiguer cette situation, ça fait plus l'objet de ma présence, ça me dépasse. Et donc, ça permettait de filer des informations à des policiers beaucoup plus spécialisés et qui, eux, allaient s'occuper de la répression, parce que la police judiciaire, elle est là, elle, uniquement pour faire de la répression. Et ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des zones en France où la police assure uniquement une mission de répression et plus du tout une mission de service public. En tout cas, c'est pas des zones. Je pense qu'il n'y a plus d'endroits où on a de la police de proximité. Alors même s'il y a eu les PSQ, tout ça, qui ont été mis en place, mais en fait, il n'y a pas plus de moyens. Donc, PSQ c'est la police de quartier. Donc, mais si vous ne donnez pas plus de moyens, si vous n'embauchez plus, on est passé quand même de un peu plus de 140 000 policiers à 111 000. Donc après, moi je veux bien qu'on m'explique qu'on remet des dispositifs en place. Ok, mais alors, si on les met là, ça veut dire qu'on en a enlevé ailleurs. On la ressent comment aussi, cette déconnexion avec la population ? Vous disiez que par exemple, il y a une relation au racisme qui est complètement différente aujourd'hui de ce que vous avez pu connaître quand vous avez commencé à travailler ?
Ouais, alors c'est pareil, là, il y a deux choses. Il y a effectivement la relation au discours, en tout cas droitisant ou d'extrême droite, qui est beaucoup plus libre que moi, ce que j'ai connu, en tout cas quand je suis rentré en 98, où avant on parlait très peu de politique. Aujourd'hui, ça prend quand même une place assez importante. Mais surtout, c'est très anglais sur des propos. En fait, c'est souvent la machine à café. Et moi, je vois, les policiers reprennent le discours de l'extrême droite, et parce que c'est la faute des jeunes, c'est la faute des quartiers, c'est la faute de l'immigration. Et eux, ce sont des travailleurs de terrain. Et en fait, ils travaillent dans ces quartiers-là au quotidien. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué, c'est que comme ils ne vont plus discuter avec ces jeunes-là, comme ils ne discutent plus avec ces quartiers-là, eh ben, le discours qu'ils reçoivent, enfin moi je vois dans certains commissariats, dans certains services, dans les salles de repos, c'est CNews. Donc on voit bien que, il y a un discours médiatique qui est hyper important, il y a un métier qui est très difficile avec des policiers qui sont en souffrance, il y a une gauche qui critique beaucoup la police, et donc elle a raison de le faire, mais il faut trouver des solutions. Dénoncer une situation quand on est une femme ou un homme public, politique, et qu'on veut accéder notamment à la fonction suprême, c'est très bien de critiquer et de dire voilà, là ça va pas, il y a des trucs mais par contre il faut faire des propositions. Et du coup, les policiers ne se reconnaissent plus, en tout cas, dans le discours politique de gauche. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. On a parlé un peu des quartiers, j'aimerais revenir sur les manifestations. Ça aussi, vous en parlez dans votre livre. On a assisté, en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la disproportion des moyens qui sont employés, que ce soit au niveau des armes qui sont utilisées en manifestation, même des unités qui sont mobilisées, alors qu'à la base, elles n'ont rien à faire dans le maintien de l'ordre. Oui, il y a une difficulté. Il y a la multiplication déjà des manifestations. On le voit, les pouvoirs qui se sont succédés de Nicolas Sarkozy en passant par la gauche de François Hollande, puis de nouveau la droite du en même temps de Macron. Il y a énormément de réformes antisociales qui se sont mises en place. Donc forcément, ça crée des crispations. Forcément, ça fait naître des manifestations, et ces manifestations-là, il faut les gérer, il y en a de plus en plus. Vient se greffer une radicalité qu'on ne connaissait pas il y a 30 ans, 25 ans, que sont les Black Blocs ou autres. Et à ça, il faut aussi qu'on ait un travail là-dessus. Mais on a un corps militant qui est beaucoup plus faible qu'il y a 30 ans. Et donc, il y a un service de sécurité qui, avant, encadrait ce corps militant, qui était beaucoup plus imposant, qu'il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et donc, les policiers, avant, ils faisaient avec ce corps militant. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il y a ce travail qui est beaucoup plus fragile en tout cas, et puis ensuite il y a ce changement de doctrine où on demande aux policiers de faire cesser la manifestation et non plus de l'accompagner. Et donc en tout cas la tactique qu'il me semble que les différents gouvernements ont pris, c'est celle de dire il y a des radicaux au sein des mouvements de contestation de manifestants, et donc on est obligé d'aller les chercher, ce qui fait qu'aujourd'hui les policiers coupent les manifestations en deux, utilisent des armes intermédiaires très violentes, type LBD, et donc tout ça, ça va faire naître de la crispation des deux côtés d'ailleurs, puisque les manifestants, on peut le comprendre, mais aussi du côté des policiers, où moi je connais beaucoup de collègues policiers qui font du maintien de l'ordre, ils s'interrogent eux-mêmes sur la façon dont on leur fait gérer les manifestations. Mais par exemple, sur les unités qui sont mobilisées, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le maintien de l'ordre, il n'est pas seulement exercé par des unités formées pour ça, comme les CRS, les brigades mobiles ? Parce que je pense que pour une raison, en tout cas, je pense que c'est multifactoriel. La première raison, c'est qu'il y a moins de policiers, donc il y a moins de policiers affectés aussi au maintien de l'ordre. C'est ce que je vous disais, il y a plus de manifestations aussi aujourd'hui, puisque la police, elle est là... En gros, le dialogue social que le gouvernement n'arrive pas à avoir avec la représentativité sociale, c'est-à-dire en tout cas les syndicats, ça se traduit dans la rue par la colère, et donc le gouvernement envoie sa police. Sauf qu'il y a de moins en moins de policiers. Il y a de moins en moins de policiers
au maintien de l'ordre. Donc il faut adjoindre des forces supplémentaires pour qu'ils soient suffisamment étoffés. Donc on est allé chercher des gardiens de la paix dans les commissariats, on est allé chercher des gardiens de la paix qui constituent les brigades anticriminalité, et maintenant on va même chercher des policiers qui sont en police judiciaire, dont c'est absolument pas le métier, et on leur fait faire du maintien de l'ordre. Et donc ces gens-là n'obéissent pas aux mêmes hiérarques policiers, ils n'ont pas le même commandement et surtout ils ne travaillent pas de la même façon. Ils n'ont même pas le même cadre juridique d'emploi de la force. Les CRS, quand ils sont employés sur un maintien de l'ordre, ils perdent leur qualité judiciaire et donc ils font ce qu'on appelle de la police administrative. Ils n'ont qu'une casquette, c'est une casquette de policier de la police administrative, et donc ils répondent aux injonctions et aux ordres de la hiérarchie. Un policier de la BAC, quand il intervient dans le maintien de l'ordre, il fait son maintien de l'ordre tout seul, même s'il intervient sur des ordres de hiérarques policiers, de chefs de dispositifs de maintien de l'ordre. Mais quand il est tout seul, c'est lui qui doit apprécier la justesse de la force qu'il doit employer, et il peut interpeller les gens, les amener devant l'OPJ. Il va faire de la police judiciaire, c'est-à-dire qu'il peut avoir une mission de répression au sein de répression au sens police judiciaire, au sein du maintien de l'ordre. Et donc tout ça, c'est très désordonné. Les CRS ne savent pas ce que font ces gens-là ne savent pas ce que font les CRS. Ce que j'allais dire, c'est de la part des unités qui sont spécialisées dans le maintien de l'ordre, ça doit être assez perturbant. Ça crée beaucoup d'inférences, pour ne pas dire plus. Et il y a notamment, je sais qu'il y a des hiérarques au sein des compagnies républicaines de sécurité qui se plaignent de ça, en fait, de l'engagement, justement, de policiers non formés, non aguerris à ce type de mission. Est-ce que vous savez si les policiers, justement, adhèrent à tout ce virage répressif? Est-ce qu'ils sont d'accord avec les ordres qu'on leur donne? Parce qu'on a d'un côté les ordres, et de l'autre côté, il y a aussi la déontologie policière, où avec il faut réussir à être mesuré, à ne pas avoir d'actes disproportionnés, etc. Non, heureusement, tous les policiers n'adhèrent pas, en tout cas, à ce qu'on peut voir, aux images de violence qu'on peut voir à la télé. Maintenant, le policier, je pense qu'il est quand même profondément républicain. Et donc, dans l'immense majorité des policiers, c'est de se dire, bah oui, mais enfin bon, moi, j'obéis aux ordres qui nous sont donnés par des policiers qui eux-mêmes tiennent ces ordres de la représentativité nationale, c'est-à-dire du ministre de l'Intérieur et du gouvernement. Aujourd'hui, on est dans une démocratie, même si c'est une démocratie fragilisée. On a des gens qui ont été élus, on a des gens qui ont été nommés par un président de la République qui, lui, a été élu dans les urnes. Et donc, les policiers ne se posent pas beaucoup plus de questions, en fait. Ils se disent, nous, en gros, on a la police qu'on mérite. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est comme ça. Si demain, on a un autre gouvernement, la police, je pense que ça se traduira par autre chose. Oh, mais du coup, c'est quand même assez inquiétant de se dire qu'on a des agents qui sont prêts à obéir aux ordres, coûte que coûte. Alors, on reste en démocratie. Moi, je ne sais pas si demain, on n'est plus dans une démocratie. C'est toujours la grande difficulté de savoir à partir de quel moment on peut considérer qu'on va avoir des ordres qui ne rentrent plus dans le cadre républicain. Mais ça, c'est un travail, justement. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un travail qu'il faudrait qu'on ait à la formation. C'est ma question d'après, justement, la formation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste, la formation de policier aujourd'hui? La formation de policier, ça consiste, il y a 12 mois de formation où vous allez faire de la formation un peu juridique, de la formation administrative. Vous allez apprendre les règles de déontologie dans la police. Vous allez faire du sport. Vous allez apprendre des gestes et des techniques d'intervention. Il y a des périodes de stage aussi en commissariat. Mais en tout cas, c'est la formation, elle est dispensée par des policiers. Donc, ce sont des policiers qui forment des policiers, et moi, à mon sens, c'est absolument pas suffisant, c'est même très insuffisant. Il faudrait que ça soit comme dans beaucoup d'autres pays, que la formation soit une formation universitaire, où dedans on retrouve évidemment des policiers qui feraient toute la partie pratique, technique, et même juridique, pratico-pratique, mais il faudrait que ces policiers ils soient encadrés par des sociologues, des psychologues, des historiens, des juristes, des magistrats, des avocats, des journalistes. Ce serait, moi, me semble-t-il, quelque chose de très intéressant, qu'on augmente largement le quantum de mois de formation, qu'on le passe de 12 à 24, voire 36 mois, comme c'est d'ailleurs dans beaucoup de démocraties. Mais en tout cas, qu'on développe cet esprit critique
chez le policier et lui apprendre ce que c'est. Enfin, faut bien comprendre qu'un policier, quand il passe le concours, on l'envoie 12 mois dans une école de police. Il est en vase clos, c'est-à-dire il va ne côtoyer que des formateurs policiers et des jeunes élèves policiers. Il est biberonné à la télé. On lui explique ce qui va lui arriver à Paris, parce que lui, il arrive de je ne sais quelle ville, et on va l'envoyer à Paris, et pour lui, il ne connaît pas. Donc la seule connaissance dont il va avoir, c'est ce que le formateur, qui lui-même a connu ça, va lui transmettre comme expérience. Alors s'il a une mauvaise expérience, ce formateur, on va lui transmettre des peurs, des craintes, des suspicions, etc. Et ça, on ne peut pas faire ça. Et notamment sur le travail du maintien de l'ordre, c'est la même chose. Il faut bien expliquer aux policiers qu'effectivement, comme vous le disiez, il doit y avoir le sens républicain, notamment, il doit l'emporter sur le reste. La déontologie, elle doit l'emporter sur le reste. Et il y a aussi la connaissance du monde judiciaire. Ça, Oui. pour l'instant, il n'y a pas forcément de formation faite par des magistrats, par des avocats, etc. Les policiers n'ont pas forcément ces connaissances-là. Ouais, alors les officiers de police judiciaire l'ont un peu plus, parce que la formation qui est dispensée, elle est quand même assez longue. Et puis il y a des intervenants extérieurs à la police qui viennent, donc des magistrats, des juristes, des avocats. Donc, et puis sont quand même des policiers très spécialisés. Donc quand ils arrivent dans un service de police judiciaire, les enquêteurs qui sont déjà présents ont de très bonnes, voire d'excellentes relations avec les magistrats chargés des enquêtes. Donc ça, c'est pas tant un problème. Le problème, c'est plutôt vers les policiers de terrain qui, eux, vont interpeller les gens sur la voie publique et vont les présenter à l'officier de police judiciaire. Et eux, ils comprennent pas quand on leur dit soit l'OPJ ne met pas en garde à vue pour plusieurs raisons. Donc ça, eux, ils ne le comprennent pas, il y a déjà une incompréhension. Puis après, il y a le deuxième étage où nous, on peut, enfin, quand je dis nous, les officiers de police judiciaire, on peut mettre en garde à vue, mais le magistrat dit, non, moi, je n'active pas les droits de poursuite, vous me faites un classement sans suite. Et là, il y a une grande frustration, mais c'est pareil, parce qu'il y a une méconnaissance du droit. Et moi, je comprends, hein, j'ai commencé comme ça, quand on est sur la voie publique et on passe des journées entières, et quand on ramène des gens qu'on a interpellés pour des bonnes raisons, qui soient remis dehors, parce qu'il y a une fragilité dans le dossier, parce que il y a des jurisprudences, ou parce que aussi ça peut arriver, quand il y a trop de monde en garde à vue, on fait des choix. Est-ce que vous constatez aussi une déconnexion entre l'idée du métier que les jeunes policiers se font en école de police et la réalité du métier derrière, entre les brigades qu'ils aimeraient bien intégrer et la réalité du métier derrière? Oui, je pense que ça tient à la communication du ministère de l'Intérieur, et ça tient à la communication de télévisuel qui est fait dans les différents documentaires qu'on peut voir là sur les chaînes en continu. Effectivement, je pense que les jeunes, ils s'attendent à avoir un métier d'action. Et en fait, vous pouvez faire des jours et des jours, si vous êtes affecté en police secours la nuit. Par exemple, moi j'ai bossé à jouer les tours. Vous pouvez faire des nuits où il ne va pas se passer grand-chose. Et donc je pense que ça fait naître des frustrations. Ensuite, quand il y a de l'activité, il y a un manque de moyens. Donc l'activité est là, mais on manque de moyens. Donc oui, je pense que là, tout ça n'est pas très bien connecté. Il y a l'imaginaire collectif qui fait qu'on a l'impression qu'on va aller faire le Bataclan tous les jours. D'ailleurs, il y a une promo, nous, ce qu'on appelle au syndicat la promo VALS, où on a fait rentrer énormément de jeunes policiers. Et en tout cas, beaucoup me le disent, notamment des formateurs en école. Ils ont un profil très volontariste à vouloir faire de la police choc. Ça, c'était après les attentats, du coup. Oui. Ouais. Et justement, vous en avez parlé un petit peu, mais les conditions de travail au sein de la police. Oui. Qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Vous parlez du manque de moyens. Comment ça se traduit? Les conditions de travail, elles sont à l'image de ce qu'on peut voir dans les autres services publics. En fait, on n'est pas déconnecté du reste de la fonction publique. Tout à l'heure, je l'ai dit, à peu près 30 000 agents en moins. On précarise la police de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, on a... aux dernières élections professionnelles, il y avait 11 000 policiers contractuels, ce qu'on appelle les policiers adjoints, ce sont des contrats de 2 fois 3 ans. Il y avait 11 000 policiers contractuels sur toute la France. Je pense que c'est en augmentation. Donc ça participe à la fragilisation du métier de policier et à la détérioration des conditions de travail. Pas que ce soit des mauvais policiers, mais en tout cas, ils n'ont pas la même formation. Ils sont là pour un temps beaucoup plus court. Ils sont très mal payés, pas beaucoup considérés.
Et puis ensuite, il y a une autre forme de contractualisation du métier, c'est la réserve opérationnelle. L'enjeu du gouvernement et notamment du ministre Darmanin, c'était d'arriver à 30 000 policiers dans la réserve opérationnelle. Ce qui est colossal, hein. On est 111 000 aujourd'hui, donc c'est énorme. Et ça aussi, ça participe de conditions de travail qui se détériorent. Et vous êtes en sous-effectif, du coup, dans énormément de services, j'imagine. Alors, on est en sous-effectif, c'est assez compliqué à dire parce que... oui, on est en sous-effectif, mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement va suffisamment vite pour fermer suffisamment de commissariats et donc regrouper le peu de personnel qu'il y avait dans des petits commissariats dans des hôtels de police, hein. Mais du coup, sur le nombre d'appels police-secours, le nombre de dossiers à faire, ça ne résout pas la problématique. C'est-à-dire que les commissariats sont moins vides qu'avant parce qu'il y en a beaucoup moins. Mais effectivement, il y a une vraie problématique là-dessus, surtout que le gouvernement met en avant aujourd'hui des dispositifs pour lutter contre les VSS, pour lutter contre la maltraitance sur les enfants, pour lutter contre par exemple, pour lutter contre le trafic de stupes. On a des super lois, on met des lois en place et tout, mais on ne met pas les moyens. Oui, et du coup, on voit qu'il y a pas mal de policiers qui sont épuisés et il y a le taux de suicide aussi qui le montre. Ça, vous le constatez, du coup, est-ce qu'il y a plus de suicides aujourd'hui au sein de la police que c'était le cas Alors, il y en a, c'est fluctuant. Et en règle générale, quand il y a une année où il y a beaucoup de taux de suicide, il y a toujours un décalage avec une année qui a été particulièrement difficile. À quel niveau ? Par exemple, je ne sais pas, mais l'année de l'engagement du Bataclan, il y a eu Charlie, il y a eu l'Hypercacher juste avant, il y a eu le Bataclan, il y a tout un tas de process policiers qui vont se mettre en place pour aller sécuriser un nombre de sites, de personnalités, ce que vous voulez. Donc, on va être beaucoup plus engagé. Et donc, cette année-là, on ne verra pas forcément le taux de suicide augmenter. Par contre, l'année d'après ou 2 ans après. C'est là où ça fait écho, je pense, en règle générale, aux années antérieures. Et il y a aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de faire, pour certains, quasiment que des missions répressives. Je crois que vous le disiez en interview que quand on fait que des missions répressives, quand on rentre chez soi, on ne rentre pas indemne. Non, mais on ne peut pas en rentrer indemne. Et ça participe aussi, je pense, du discours de radicalité que peuvent avoir certains policiers, puisque je pense qu'on intervient beaucoup moins dans le 16e arrondissement qu'au pied de certaines cités de Seine-Saint-Denis ou de Marseille. Et donc ça participe, ça aussi, à créer l'univers du policier et à faire en sorte que lui, il ait un vrai mal-être en fait. Parce que quand vous essayez de dire « non, mais moi je veux essayer de faire une police différente », vous n'arrivez pas à sortir de ça en fait. Vous n'avez pas le temps de faire une autre police que ça. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui des enquêtes qui visent la police. Souvent, elles sont présentées comme... on les perçoit en tout cas comme assez opaques, assez peu efficaces. Et en général, elles sont confiées donc à l'IGPN, la police des polices. Mais il y a un rapport qui a été publié le 18 novembre par l'ONG Flagrant Déni qui montre que de plus en plus d'affaires judiciaires qui impliquent... déjà qu'on a de plus en plus d'affaires judiciaires qui impliquent des personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc elles ont plus que doublé ces 10 dernières années. On est passé de 700 affaires en 2016 à 1110 en 2024. Et pourtant, à côté, on a un taux d'élucidation des affaires qui baisse. Comment ça peut s'expliquer, ça ? Ça peut s'expliquer par le fait que, quand même, le fait de montrer les images, notamment avec les smartphones et machins, dans les manifestations, le fait, ça a obligé quand même l'institution à dire, voilà, il y a eu une réforme de l'IGPN aussi, qui a eu lieu il y a maintenant plusieurs années, et de dire, voilà, les services de l'IGPN vous sont ouverts, n'hésitez pas à venir déposer plainte si vous êtes victime de violences policières, si vous êtes témoin de violences policières ou autres. En tout cas, quand on met en cause un service de police. Donc, je pense que ça a participé à l'augmentation au flux. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'auto-saisine de l'IGPN sur un certain nombre de dossiers. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'IGPN. Il y a beaucoup plus de dossiers de concussion de corruption qu'avant. Pourquoi ? Il faudrait aussi peut-être qu'on en discute, peut-être parce que les conditions de travail sont extrêmement mauvaises, peut-être aussi parce que les policiers sont de moins en moins bien payés, et notamment au travers de ce que je vous ai dit tout à l'heure, des policiers contractuels. Donc ça peut participer de ça. Il y a le fait aussi que il y a des saisines aussi des parquets quand vous avez des images qui sont diffusées à la télé ou sur des plateformes de vidéos. Tout ça fait, il y a une montée en charge, en tout cas, des affaires, des dossiers à l'IGPN. Il n'y a pas plus d'enquêteurs.
Donc, ou en tout cas pas beaucoup plus. Et puis c'est des enquêteurs, il faut les former. Faire des enquêtes pour trafic de stupes et faire des enquêtes pour des affaires de probité, c'est pas tout à fait la même chose. Après, il y a aussi le fait qu'effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi l'IGPN, sur les enquêtes de probité, réussit, entre guillemets, mieux à ficeler ses enquêtes plutôt que sur les affaires de violence policière. C'est des vraies questions qu'on doit pouvoir se poser et il faut réfléchir en tout cas à réformer l'institution de l'IGPN qui est à mon sens absolument pas un modèle de transparence aujourd'hui. Et d'ailleurs, on parle de l'IGPN, mais au final, l'IGPN traite seulement 10% des affaires. Par quelles sont traitées les autres affaires, justement, les autres plaintes? Elles sont traitées soit par les services de police, c'est-à-dire qu'il y a un policier qui est mis en cause dans son commissariat pour une infraction quelconque. Ça peut être un service du même commissariat qui traite cette affaire. Soit vous avez un étage au-dessus, sont les cellules de déontologie, c'est-à-dire que maintenant, beaucoup de directions, enfin en tout cas là où ils ont du monde pour le faire, ils mettent en place des cellules de déontologie, et donc c'est cette cellule de déontologie qui va faire l'enquête. Et puis ensuite, il y a un partage des affaires, et donc le dernier étage de la fusée, c'est l'IGPN, les antennes de l'IGPN, et donc là, c'est l'IGPN qui va prendre les plus gros dossiers. Et pour vous, du coup, il faudrait réformer ce système-là. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en priorité? Ce qu'il faut mettre en place, c'est que déjà l'IGPN, enfin en tout cas l'organe de contrôle et de poursuite, ne peut pas être dépendant du ministère de l'Intérieur et ne peut pas être sous la tutelle du directeur général de la police nationale, on comprend bien pourquoi. Et donc il faut absolument réformer cette institution, il faut qu'elle soit totalement indépendante du ministère de l'Intérieur, et puis il faut que ce soit constitué, faut qu'à l'intérieur de cette institution de contrôle et de poursuite, on n'ait pas que des policiers, il faut qu'on ait des magistrats, il faut qu'on ait des avocats, il faut qu'on ait une représentativité de la société civile, qui puisse être, je sais pas moi, si on peut imaginer une espèce de conseil d'administration où tout le monde, tous les mois ou toutes les semaines, on fait le tour des affaires en cours, de juristes, de chercheurs, de journalistes. Ça me paraît une nécessité absolue, ça, aujourd'hui. Et peut-être aussi la protection des lanceurs d'alerte, ça vous en parlez aussi dans votre livre. Oui. Vous citez un cas qui est assez parlant, c'était en mars 2019, donc Geneviève Leguet qui avait 73 ans, elle a été grièvement blessée pendant une manifestation des Gilets jaunes à Nice, pendant une charge de police, et le lendemain le procureur a pris la parole pour dire que du coup ces blessures n'étaient pas liées à la charge de police, mais finalement un agent administratif a révélé que l'enquête avait été confiée à la compagne du policier qui avait ordonné la charge en question. Et cet agent administratif a été mis à pied, c'est ça? Oui, il a pris 24 mois de suspension pour avoir lancé l'alerte. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement? C'est quelque chose d'automatique. Quand quelqu'un dénonce des violences policières? En tout cas, nous, les dossiers qu'on a, c'est automatique. C'est-à-dire que vous avez un lanceur d'alerte qui manifeste un certain nombre de choses, qui met à la connaissance de l'institution judiciaire ou de médias, systématiquement, il se voit passer en conseil de discipline. Alors qu'en l'occurrence, il respecte les règles déontologiques de son métier? Là, pas forcément. Dans le cadre de Ludovic Fayol, il a respecté effectivement la déontologie, mais il n'a pas respecté le cadre légal du lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il aurait dû prévenir sa hiérarchie. Si sa hiérarchie ne répond pas, là, il peut prévenir d'autres autorités, le syndicat, la presse, le parquet. Sauf que nous, dans la défense, parce que c'est là-dessus qu'ils l'ont attrapé, ce qu'on dit, mais en fait, c'est pas possible. Il ne pouvait pas prévenir sa hiérarchie, puisque c'est sa hiérarchie qui était partie prenante de ce qui se passait. Donc, et pour autant, l'administration a considéré que c'était une faute grave. Et comment on peut faire justement pour protéger ces policiers qui dénoncent d'autres collègues? Il faut mettre en place un sas de sécurité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un policier qui lance une alerte, on doit sécuriser, l'administration doit en tout cas prendre toutes les mesures utiles à sa protection. Et ensuite, il y a une enquête qui sera faite. Si effectivement il y a une diffamation, il y a une diffamation. Mais en tout cas, il faut que ça puisse se faire sereinement. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça alimente un petit peu la défiance de la population, même le fait d'avoir des policiers surarmés en manifestation, etc. En fait, on a l'impression que la violence ne résout rien. Est-ce que c'est effectivement le cas, non? De l'autre côté, au final, on va avoir des manifestants de plus en plus violents aussi en réponse à cette violence policière? Oui, alors il ne faut pas non plus confondre la violence policière et la violence d'État.
ce qui n'est pas non plus la même chose. Parce que oui, il y a une radicalité qui va monter de part et d'autre, ça c'est une certitude. Il est évident qu'il y a un mésusage des armes dans la gestion du maintien de l'ordre. Mais en même temps, il faut remettre aussi la responsabilité là où elle doit être. Si on emploie des policiers dans ce cadre-là, ce n'est pas de l'initiative des policiers. Ça, c'est quand même important de le dire. C'est quand même de l'initiative du politique. C'est lui qui autorise l'emploi des armes. C'est lui qui dit je veux à tel endroit tel type de policiers, je veux des CRS, je veux des gendarmes, ou je veux de la BAC, ou je veux voilà. Et donc c'est là-dessus aussi quand même qu'il faut qu'on insiste bien, c'est que le politique, c'est lui qui est aux manettes. Donc s'il veut qu'une manifestation ne se déroule pas, on l'a vu quand on a changé de préfet, quand on est passé de Didier Lallemand à M. Nunez, on a eu une gestion qui n'est pas parfaite, mais en tout cas, il y a eu une gestion du maintien de l'ordre qui était totalement différente. Là où l'Allemand avait une gestion de la foule, où les policiers étaient très très proches des manifestants, le préfet de police qui l'a succédé, Laurent Nunez, a fait en sorte que les policiers soient très loin des manifestants. Et cette influence du politique, on le voit aussi avec, par exemple, la politique du chiffre, où finalement, la politique du chiffre, c'est seulement pour, comme son nom l'indique, en fait, on va constater une infraction et automatiquement, on va l'élucider en même temps, puisque, par exemple, je ne sais pas, dans le cas d'un consommateur de drogue, on va l'attraper avec de la drogue sur lui, et du coup, un cas constaté, un cas résolu en même temps. Oui. Mais au final, ça n'a pas vraiment d'efficacité sur les missions de la police au quotidien. Ça n'a aucune efficacité parce que, c'est pas, à mon sens, c'est pas comme ça qu'on fera que les gens arrêtent de consommer des produits stupéfiants. Pour ça, je pense qu'il y a plein d'autres leviers. Alors peut-être que la police pourra y concourir, mais en tout cas pas dans ces conditions-là, ça c'est évident. Et aujourd'hui, du coup, comment on fait pour établir la confiance entre la police et la population ? C'est quoi, ça va être quoi les différentes étapes par où il faut commencer ? Par tout ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire remettre en place un recrutement à la hauteur, ne pas tromper les candidats sur ce qu'ils vont faire, bien les former, remettre en place une police de proximité, après on l'appelle comme on veut, mais en tout cas remettre les policiers au cœur de la cité, et puis renouer le dialogue avec les habitants. Ouais. Vous mentionnez aussi une mesure comme le fait d'avoir des caméras piétons ? Oui. Ça, en quoi ça pourrait aider justement En tout cas, je pense que ça participe de la transparence des missions de police. Alors, je sais que fut une époque, il y a beaucoup de policiers qui étaient contre parce qu'ils estimaient qu'ils allaient être fliqués. Aujourd'hui, ils sont plutôt pour. Moi, je pense que c'est une bonne chose, à partir du moment où elle est bien utilisée, c'est toujours pareil. Mais au moins, ça permet de faire la lumière sur beaucoup de choses. Quand les choses se passent mal, comme à Sainte-Soline, voilà. Et à contrario, quand les choses se passent bien, parce que ça aussi, moi je ne vis pas non plus dans un monde angélique, voilà, on le sait, il y a des policiers qui sont accusés à tort pour tout un tas de raisons, et en même temps ça fait partie du métier. Quand on va perturber les trafiquants, les criminels, les machins, on sait très bien que ces gens-là ne vont pas nous remercier et nous inviteront pas au mariage, ça c'est sûr. Mais donc ça participe aussi à la crédibilisation effectivement de l'activité du policier. Est-ce que c'est une institution qu'on peut vraiment réformer ? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, il y a des levées de boucliers. Non, là, c'est une institution, oui, c'est une institution qu'on peut réformer. Il y aura toujours des levées de boucliers. Mais en fait, c'est une institution qui se réforme, je pense même assez rapidement, qui peut même se réformer beaucoup plus facilement que d'autres services publics. Je prends l'exemple, avant la police de proximité, c'était une police de droite. Je ne vous refais pas le discours de Charles Pasqua, mais l'ennemi de l'intérieur, nanana. Quand la gauche est arrivée, a dit on va mettre en place la police de proximité, levée de bouclier. Les policiers disaient mais nous on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler aux gens, on n'est pas là pour jouer au foot avec les gamins, et tatati et tatata. Résultat des courses, il y a eu, 3-4 ans de police de proximité. Les mêmes qui étaient contre ont été contre la fin de la police de proximité, en disant mais non, c'était vachement bien, on était contents, on connaissait tout le monde, on était utile. Donc en fait, je pense que il manque pas grand-chose, il manque la volonté politique. Je vais citer un passage de votre livre, un extrait que vous avez vers la fin. Vous dites « La police n'est pas là pour servir un ministre, plaire à une hiérarchie ou remplir des tableaux Excel. Elle est là pour garantir au nom de toutes et de tous la liberté de chacun dans un cadre de droit. » Oui.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pour ça, il faut équiper les policiers. Il faut qu'ils aient conscience il faut qu'ils aient conscience de leur mission. Et ce ne sont pas que des exécutants, les policiers. Aujourd'hui, on en fait des exécutants, mais le policier, il doit aller au-delà de ça. Quand il est sur son morceau de terrain, sur son trottoir, il doit connaître parfaitement son quartier. Tout le monde, lui, doit être identifié. Tout le monde doit le connaître. Tout le monde doit savoir qui c'est. Et lui, il a un rôle central là-dedans. Et ça, aujourd'hui, on l'a complètement perdu. Oui, ça, la transparence, en fait, ça améliorera même le quotidien des policiers, au final. Ça va améliorer grandement leurs conditions de travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Que peut la police, publié aux éditions de l'Atelier. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver tous nos autres programmes sur le canal 165 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube Le Média Télé ou le Média 24/7. Bonne journée sur Le Média.